Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. Alors ça y est, on est au mois d'avril, la neige est encore là, les fleurs poussent aussi, on s'accorde des petites pauses en terrasse, c'est l'heure de se détendre et c'est un peu le sujet du jour dans ce podcast. Avant de retrouver nos invités, parce qu'elles sont nombreuses dans le studio aujourd'hui, on jette un petit coup d'œil sur ce qui vous attend en cette fin de saison, avec évidemment du ski du côté des pistes du massif de Balme. Et pour faire la fête, eh bien, on aura l'incontournable Der des Der le 1er mai prochain. D'ici là, montez le son, tendez l'oreille, on traîne pas plus longtemps. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Round 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. On se retrouve aujourd'hui pour parler yoga, pour parler zen, pour parler bien-être et pour rigoler aussi un petit peu. Autour du micro aujourd'hui, on a une grosse équipe. On a Caro, Hello, Marion, les organisatrices du Yoga Festival et de la Good Vibes Week qui s'est tenue au mois de mars, donc il y a pas longtemps du tout. Bonjour à toutes. Bonjour. Tout en cœur. Comment ça va? Très bien. Ça va, ouais. Hyper en forme et super contente de pouvoir se retrouver là autour du micro avec toi, c'est chouette. Ouais, ça nous tenait à cœur et comme ça c'est l'occasion de faire un petit bilan, on va dire, de la Good Vibes qui vient de se terminer et de commencer à parler du Yoga Festival qui arrivera cet été. On va démarrer avec votre portrait sous forme de Il paraît, comme on aime bien le faire ici, histoire de rendre la chose un peu ludique. Alors on va commencer avec toi, Hello. Il paraît que t'es pas que prof de yoga, que t'es prof de philo, journaliste VTT, plein de choses. Ouais, il paraît bien en fait. Ouais. Il paraît que c'est juste. Oui, moi j'aime bien tout ce qui est de l'ordre de la transmission. Et du coup, il y a plein d'outils pour transmettre. Donc, le journalisme c'en est un. Et puis, la philosophie et le yoga sont quand même des domaines assez proches, même si peut-être ça peut paraître éloigné, mais finalement, non, c'est pas si dispersile que ça. Une certaine cohérence. Ok. Je me tourne vers toi, Caro. Il paraît que t'aimes bien le froid. C'est vrai aussi. C'est ce qu'on appelle le yoga Tummo. Et c'est surtout qu'il paraît que les profs de yoga font vachement de méditation, etc. Et moi, je faisais partie de ces personnes où c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai trouvé dans le yoga Tummo cette notion de pouvoir méditer vraiment dans l'instant présent. Donc, on est en pleine nature, dans les rivières, les lacs de montagne. Et on est dans l'eau froide, dans l'eau très froide. Et c'est absolument génial. Donc, je suis vraiment heureuse de proposer ça en plus sur la Good Vibes et sur le festival. Ouais, c'est en plus un atelier qui marche vraiment fort. Ouais, c'est à la mode. On sort de notre zone de confort et ouais, ça crée vraiment quelque chose, quoi. Ok. Dernière invité surprise qui s'est rajouté à la liste aussi pour ce podcast. Il paraît que en fait, toi, Marion, tu fais pas vraiment du yoga. Tout à fait, Voilà. C'est juste. Non, moi je fais pas de yoga, j'étais un peu parachutée de par mon métier et du coup j'apprends et c'est très intéressant. Alors pour situer, donc Marion, responsable événementiel de l'Office de tourisme C'est ça. et du coup co-organisatrice de cet événement. Et yogini qui s'ignore quand même. Enfin, je veux dire, Complètement. parce que Il y a un vrai il y potentiel. a un vrai potentiel. Ouais. Qui s'ignore vraiment. Comment vous vous êtes rencontrés finalement? Après, en fait, ça a été des opportunités de rencontres qui étaient effectivement liées à la partie mise en place de l'événement, puisque c'est quand même le cœur de métier de Marion à la base. Et sur la première édition, il y avait cette envie d'organiser quelque chose de différent autour du yoga. La Clusa, ça semblait s'imposer parce que le lieu était très beau aussi, et puis que à l'époque, moi je connaissais le directeur d'office de tourisme de la Clusa et je lui ai proposé ça, et du coup il a parachuté Marion. Et sur une première édition qui était quand même un peu crash test, du coup on a eu la chance que en fait le petit trio se trouve et se soude très vite avec des complémentarités. Caro du coup a été aussi hyper investie dans l'orga sur la première édition, et donc voilà, ça y est, c'était soudé. C'était pas parti comme ça et ça s'est fait naturellement. Ouais, c'est en ça. fait. Ouais. Nous, on se connaissait avec Hello de Ouais. Annecy. On avait une de nos formations communes en yoga. Et voilà, ça a été en fait assez naturel. Ouais, c'était finalement. fluide, ouais. Une belle rencontre, quoi. Ouais, c'était Voilà. vraiment ça, une sorte d'alchimie qui... Puis derrière, ouais.
Ça a été crescendo, quoi. Le festival. Bon, on voit le résultat aujourd'hui, du coup c'est plutôt pas mal. Il paraît que le yoga c'est du sport. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On y vient souvent, comme ça. En fait, je pense qu'il y a, aujourd'hui en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Caro, mais aujourd'hui, il y a dans le yoga une dimension attirante parce que tel que c'est présenté, c'est beau. C'est beau et en même temps, il y a un petit côté challenge. On voit beaucoup de postures sur la tête, tout ça. Donc, il y a cette dimension physique. On transpire aussi dans les cours de yoga. Ça fait mal. Ouais, on a des courbatures. Mais très vite, en fait, si on pratique vraiment du yoga, eh ben, on dépasse. Je trouve cette dimension de sportive, d'activité sportive, ça passe à l'arrière-plan. Et ça permet d'aller vers quelque chose de plus profond. C'est plus que ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est souvent, on y rentre par ce biais-là. Moi, je vois là où je suis, du coup, dans mes montagnes de Vanoise. Il y a beaucoup de trailers, de skieurs, de grimpeurs. Et en fait, c'est souvent une activité complémentaire. À la base, ils viennent en activité complémentaire, trouver parfois des étirements ou simplement de la médite ou un soutien dans le mental, par exemple, avec le yoga Tummo, type préparation mentale. Et en fait, derrière, il se passe autre chose parce qu'on vient contacter autre chose. Et du coup, on se met plus à faire du yoga finalement, mais à rentrer dans cet état du yoga et à être yoga. Et c'est très harmonisant, je dirais, dans leur pratique. Ouais. C'est comme ça qu'on espère bien, en fait, que Marion va de plus en plus s'immerger dans le yoga. Par cette dimension sportive dépassée. C'est un peu le but aussi aujourd'hui. Voilà, c'est une étape supplémentaire dans le processus. Il va falloir encore un peu de temps, mais j'y travaille. Bon, on parlera un petit peu plus tard de l'événement Yoga Festival et on reviendra sur la Good Vibes Week, mais on va vraiment s'intéresser d'abord à votre métier finalement à toutes les deux. Comment on devient prof de yoga? Parce que ça c'est une question qu'on se posait nous sans vraiment savoir. Comment ça se passe? En fait, le problème en France aujourd'hui, c'est que l'accès à l'enseignement du yoga n'est pas vraiment réglementé. C'est en train de changer. En fait, il y a des choses qui se montent parce qu'on sent qu'il y a un besoin aussi de cadrer en fait, l'enseignement, puisqu'on fait bouger des corps. Donc, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais effectivement, ça ne tient pour l'instant, ça ne tient qu'à la conscience professionnelle de chaque enseignant et enseignante. Et du coup, voilà, si par exemple, toi, Pierrick, demain, tu as envie d'enseigner du yoga, pour l'instant, tu peux. Ce serait une fort mauvaise idée. Prends-le pas mal. Non. Non, mais donc, en fait, oui, ensuite, on a tendance à faire des formations qui sont plus ou moins longues. Puis je crois qu'en fait, quand on rentre dans l'enseignement du yoga, tu sais quand tu rentres, mais t'en sors jamais vraiment. Donc voilà. J'allais rebondir vraiment là-dessus, c'est que on parle d'être professeur de yoga, mais finalement, je trouve que ce terme, il est pas totalement juste parce qu'on parle de pratiques qui sont millénaires où il y a tellement de choses parce que là, nous, on voit le yoga en Occident comme on déroule nos tapis puis on fait nos postures, c'est souvent ça. Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, il y a tellement de choses derrière dans ce qu'on appelle dans la philosophie du yoga. Et d'ailleurs, Hello partage souvent un atelier autour de ça sur le festival pour montrer que le yoga, c'est pas seulement ses postures. Il y a bien sûr de la méditation, mais c'est aussi un état d'être de comment je me mets en relation avec mon environnement, avec moi-même. Et il y a tout un tas un peu de grands principes. Et en fait, ça, c'est pas un truc qui s'apprend en 200 heures. Comme souvent, on a notre petit certificat, hop, diplôme de professeur de yoga, puis ça y est, tu peux avoir la responsabilité de transmettre ça. Donc, je trouve que c'est vraiment aujourd'hui complexe, cette posture de professeur de yoga. Moi, j'aime à dire que je partage le yoga. Ouais, Et c'est un outil pour moi, le yoga, dans mon métier plus global de thérapeute en Ayurveda, en fait. C'est un des outils, finalement, le yoga, que j'utilise. Parce qu'au final, il y a énormément de sous-disciplines ou de façons de le pratiquer. Mais oui. Enfin, on pourrait l'aborder, je sais pas, il n'y a pas de liste exhaustive, puisqu'au final, il y a des nouveautés un petit peu des régulières. Il y a des courants déjà de base, le Hatha Yoga, le Kundalini Yoga, et puis de ça, on va avoir du Ashtanga, puis après, il y a des nouvelles, comme tu dis, disciplines qui sont nées avec du Bikram Yoga, où on est dans des salles surchauffées. Puis après, tu vas avoir tout un tas de déclinaisons exotiques, comme chaque pratique à la mode. Voilà, tu peux trouver effectivement du yoga Péro, du yoga chèvre, du yoga je ne sais quoi, mais le problème, c'est que du coup, ça laisserait à penser que le yoga se suffit pas, en fait, et qu'il faudrait y ajouter quelque chose pour le rendre plus attirant. Et je pense que ce serait dommage, en fait. Mais voilà.
Et par où commencer finalement? Si une personne comme toi, Marion, qui a pas fait, ou en tout cas peu fait de yoga, par quoi on attaque? C'est quoi la porte d'entrée? Après 6 éditions, tu pratiques... Oh, t'as un petit niveau quand même maintenant. Ben, je pense qu'il faut déjà, faut venir tester, faut venir se mettre sur le tapis. Faut voir Essayer de trouver une thématique qui intéresse et puis rentrer par là. Et puis essayer, je trouve, plusieurs cours en fait. Bah, choisir un cadre, choisir un intervenant qui nous parle, qui a l'air de nous correspondre, c'est déjà un bon début. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut se laisser porter par l'intuition, puis à un moment, il faut pousser une porte d'un studio ou d'aller voir un cours, un enseignant, et puis pas avoir peur, en fait, d'essayer plusieurs fois. Ouais. Moi, je conseille souvent, en fait, il y a presque autant de yoga qu'il y a d'enseignants, en fait, et du coup, je conseille souvent d'en essayer au moins 5 pour savoir si vraiment ça nous plaît ou pas, en fait. Donc après, si on trouve la personne qui nous convient pour l'enseignement, on va la voir, on passe des moments avec elle. Mais c'est qu'un moment aussi, il ne faut pas avoir peur que cette période-là, elle se termine. Et puis d'avoir un autre enseignant, une autre enseignante. Enfin, là, c'est pas... figure du gourou. Ouais. Non, bah justement, oui. Dans l'image de Pas certains, forcément. ça pourrait être que ça. Mais ouais. Et justement, pour les enseignements, pour les cours, on l'a vu avec le Covid, avec le confinement, il y a énormément de choses qui sont faites en visio. Vous en faites toujours des cours en visio? Ou c'est quoi votre posture par rapport à ça? J'imagine que c'est quand même mieux d'être dans une salle, d'avoir du monde autour de soi. Alors moi j'avais fait pendant le confinement, en fait, ça a été un grand choc, je crois. On oublie rapidement, mais c'est quand même un peu un vrai traumatisme de se retrouver tous enfermés chez nous, à plus avoir d'emploi du temps, en fait. Donc moi j'avais proposé sur ma page Facebook, parce que la technologie a des avantages, mais sur la page Facebook de recréer un emploi du temps avec différents cours, mais d'abord pour retrouver mes élèves, en fait, pour qu'on puisse se retrouver, échanger. Et puis rapidement, en fait, il y a eu plus de monde. Et donc, du coup, j'avais eu envie de monter un site. Donc, j'ai créé un site, faire des cours. Et puis, en fait, dès que le confinement a été terminé, moi, ça m'a pas correspondu. Je trouvais que l'enseignement en ligne était sec. En fait, on a besoin de voir les corps, on a besoin de voir les gens. C'est pas justement... On parlait de la posture du professeur, mais c'est pas une mise en scène. C'est un échange. Enfin, je veux dire... on parle à des corps et du coup ça se dématérialise pas si bien que ça. Puis dans l'échange en fait surtout, parce que même avec le Zoom où du coup tu as les petites carrés là où tu vois les gens, pour moi c'est pas vivant quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi sur le premier confinement j'avais pas du tout fait de cours, et puis sur le second j'avais pareil les personnes avec qui je faisais sur Annecy qui m'avaient demandé, et puis du coup ça avait un peu grossi, etc. Mais assez vite, moi je sais que ma pratique je la fais même pas, très peu en intérieur. Je la fais déjà beaucoup en extérieur, au contact des éléments, etc. Donc derrière un ordi ça devenait vraiment compliqué pour moi. Ok, super. On avait quelques petites questions rapides en plus pour terminer cette présentation globale du yoga. Vous qui êtes prof ou professionnel, enseignant de yoga, on va mettre toutes les étiquettes pour être sûr de ne pas en louper. Est-ce qu'il faut être parfait pour être prof de yoga? Parce que sinon, évidemment, on risque de rayer d'abîmer son karma. Non, je fais exprès d'être un peu naïf là-dessus, mais avec les notions d'alignement, de soi, d'écoute. Alors, moi, quand je suis venue au yoga, j'ai eu besoin de trouver un yoga où, dans l'alignement, en tout cas, du corps, pour moi, c'était important qu'il y ait une sorte de... Alors, perfection, je sais pas, mais en tout cas, un minimum de cohérence venant du ski. Et ça a tellement été, à un moment donné, les alignements hyper importants dans la pratique que j'avais, que ça me paraissait essentiel pour la sécurité du corps, etc. Après... moi là où j'ai été hyper touchée quand j'ai eu mon premier petit diplôme de yoga, ça a été de me dire, et à l'époque il y avait moins les réseaux comme on voit aujourd'hui, les femmes hyper sculptées dans des tenues trop belles et tout, de me dire que moi avec mon physique de skieuse alpine, donc c'est-à-dire que je suis pas fit du tout, que en plus peut-être on y viendra, mais dans cette notion de perfection, moi la perfection c'est de me sentir bien dans mon quotidien, et pour moi ça passe par des moments où j'ai une pratique hyper poussée dans certaines
je dirais, rituel de yoga, où vraiment je peux me mettre sur mon tapis à 5h30 tous les matins pendant 40 jours et des fois faire des diètes ou des jeûnes pendant 10 jours, etc. Mais à côté de ça, j'aime aussi cette vraie vie de, moi je suis bonne vivante, j'aime faire la fête, moi je mange de la viande, je bois l'apéro. Et en fait, du coup, d'avoir ce diplôme de prof de yoga en me disant qu'en fait, je porte toutes mes facettes et je porte à la fois ces contradictions aussi, et c'était hyper important, et que on peut être un peu ronde et pas forcément être végétarienne et en fait c'est ça aussi, partager le yoga. Et ça pour moi c'était important. Il me semble que c'est effectivement une approche très différente de la notion de perfection, c'est-à-dire que ce serait une perfection qui intègre l'idée de l'imperfection. Ouais, d'accepter quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est cette idée d'acceptation, ça veut dire qu'on accepte aussi quand on est en colère, débordé par ses émotions. Donc voilà, si la perfection du prof de yoga ou de la prof de yoga, c'est d'être toujours ultra zen, souriante, en fait, ce serait calquer une image, un cliché sur quelque chose qui correspond jamais à la réalité, et du coup ce serait se couper en fait de la possibilité d'être dans le yoga en fait. Ouais. Donc, voilà. Parfait ça. J'allais dire, c'est presque une belle conclusion sur cette partie. On va maintenant passer à la question de notre invité précédent. On recevait le mois dernier un photographe, Germain Favre-Félix, qui nous donne sa question tout de suite. Plutôt Tom ou Roblechon? Les deux. Ça vient du cœur, les deux. Je peux pas choisir. Ouais. C'est trop Mais moi c'est hyper dur cette question. Moi je viens de la Vanoise et c'est le pays du Beaufort. Alors comment je fais? Faut t'adapter. J'adore le Roblechon. Mais j'adore le Roblechon. Ouais, mais moi j'aurais dit, j'aurais glissé le chevretin. Ouais. Tu vois, pour faire appel produit local, déclinaison like chef. On fera un retour à Germain que en fait il n'y a pas que ces deux fromages-là dans la vie. Voilà. Ça nous fait une transition toute trouvée pour parler aussi alimentation, parce que on le sait pas forcément tous, mais le yoga, il y a aussi toute une part, c'est une culture vraiment au sens large, et il y a l'Ayurveda. Donc est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus là-dessus, parce qu'à part savoir que c'est un mot très compliqué à écrire et que ça a des notions alimentaires et j'y connais pas grand-chose. Je moi. sens que t'es pas très à l'aise. Je l'assume. T'es comme moi en fait. Je suis exactement comme ça. Ah mais ça c'est Caro la spécialiste Je de veux bien lancer l'Ayurveda. un petit... bien. Ouais, et alors donc l'Ayurveda, pour du coup décortiquer l'étymologie, c'est la contraction de Ayu qui signifie la vie en sanskrit, et Veda la connaissance. Bon, alors après, une fois qu'on sait connaissance de la vie, qu'est-ce que ça nous amène? C'est plus cette idée derrière de comprendre en fait comment fonctionne le vivant pour le maintenir dans un état de santé optimal le plus longtemps possible. C'est un peu ça l'idée. Et comment du coup on maintient le vivant dans un état de santé optimal? Pour l'Ayurveda, il y a 4 piliers. Et le premier de ces piliers, c'est Ahara, et c'est donc l'alimentation. Et donc dans l'alimentation, nous c'est vrai qu'on voit souvent un côté un peu restrictif de qu'est-ce que je mets dans mon assiette et comment je mange. Pour l'Ayurveda, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que c'est oui, concrètement dans la matière ce que je viens manger, mais c'est aussi tout ce qui va nourrir tous mes sens en fait, parce qu'ils sont le filtre un peu sur notre environnement. Ils nous renseignent sur tout ce qui se passe autour de nous, sur les dangers, sur ce qui est bon ou pas pour nous, et du coup c'est vraiment une nutrition au sens global. Et donc dans l'alimentation, là on va pouvoir, alors si je me fixe plus vraiment dans ce qu'on met dans nos assiettes, parce que souvent c'est la question qu'on se pose quand on fait du yoga, est-ce qu'on est vegan, est-ce qu'on est végétarien, est-ce qu'on est végétalien, est-ce qu'on est omnivore? Et en fait il y a des courants qui diffèrent par rapport à ça. Il va y avoir des branches hyper extrêmes où on ne touche pas une âme animale, donc zéro, on est vegan. Et puis, il y a d'autres branches, et nous, notamment en Ayurveda, je dirais d'une manière globale, dans les textes, la viande, à certains moments, elle est même thérapeutique. Donc, du coup, je pense que par rapport à ça, il n'y a pas de vérité établie, c'est que chacun, au vu de ses propres convictions, et puis de cette notion un peu d'écologie finalement aussi qu'il y a aujourd'hui qui se pose, quand on voit ce que ça nécessite comme par exemple comme eau ou comme énergie pour créer, mettre en place de la viande qu'on va consommer ensuite. Qu'est-ce qui est juste pour moi en fait? Est-ce que c'est de continuer à manger ça? Est-ce que c'est de complètement arrêter? Est-ce que c'est de réduire ma consommation? Vraiment par rapport à ça, il n'y a pas de vérité. Mais l'alimentation est un pilier fondamental en Ayurveda. Et ce que je trouve formidable, c'est que comme c'est la connaissance de la vie, en fait, il n'y a pas d'idée préconçue
de ce que ça doit être. C'est pour ça que souvent on se dit ah là là, mais si je veux cuisiner ayurvédique, peut-être il va falloir que je trouve plein de produits dans une épicerie indienne. Oui, mais non, en fait exotique, au final. oui, c'est ça, mais en fait c'est la vie telle qu'elle s'implante dans une région, etc. Donc on va travailler au contraire avec cette vie-là, plutôt que d'essayer d'en tirer une qui n'est pas la nôtre. Et du coup, je trouve c'est la même chose par rapport à ce qu'on met dans son assiette. C'est vraiment la culture de la singularité. Je me souviens, quand on avait fait une formation avec Caro aussi, la première chose en Ayurveda, c'est renoncer à tout dogme, en fait. C'est-à-dire que se dire, ça dépend. En fait, ça dépend, ça devient le leitmotiv. Et si tu te dis ça dépend, tu es obligé de te questionner, en fait. C'est-à-dire que tu es obligé d'essayer de comprendre globalement une situation. Et tu peux pas plaquer des choses comme ça. Donc oui, des fois tu vas manger de la viande, oui, des fois tu vas manger du fromage, oui, des fois tu vas jeûner, tu vas faire de la monodiète. Oui, ok, mais en fait tout est singulier, mais parce que la vie est singulière. En fait. On revient en fait, c'est finalement très philosophique et on revient à ta formation de départ. Oui, c'est ça. C'est clair. Et juste, je rebondis là sur ce que tu partageais, Hello, par rapport à cette notion d'Ayurveda et de autour de nous. Et ça, c'est vraiment dans cette idée d'écologie intérieure et extérieure. On n'a pas besoin d'aller chercher, nous, dans nos organismes, du maca qui vient d'Amérique du Sud, de poudre ou de racines de trucs qui viennent... d'Asie ou de je sais pas où, on a tellement une pharmacopée et un environnement riche, nous là en Europe et puis nous en France. Et surtout dans les montagnes aussi. Et nous dans nos montagnes avec la flore, incroyable, que on doit pouvoir trouver, nous, dans les textes c'est indiqué que dans un rayon de 50 km, on a tout ce qu'il nous faut en termes d'alimentation et donc de médecine, parce que notre aliment est notre médicament. Et ça, Hippocrate le disait aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc allez chercher votre fromage à la ferme. Le reblochon et ayurvédique. Chez les voisins. Et exactement, Marie. C'est ça, la ferme d'à côté, c'est ayurvédique. Reblochon fermier, par contre. Ah oui, c'est important, la pastille. En plus, on enregistre ce podcast au Hameau des Alpes, donc faut faire attention à ce qu'on dit. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette interview et on va parler plus de l'événement, en tout cas de ce qui nous attend du 6 au 9 juillet, si mes notes sont bonnes. On va d'abord refaire un petit historique parce que le Yoga Festival à la Clusa, ça fait 5 ans, donc là ce sera la 6e édition, c'est ça ? C'est ouais. ça. Comment ça a évolué pour vous ? Enfin, on l'a vu au niveau de ce trio organisateur, voilà, qu'il y a des liens qui se sont créés. Comment ça se passe pour construire cet événement, faire la programmation et tout ça ? En fait, je dirais que oui, il a évolué. Sur la première année, on ne s'est pas totalement tout exprimé dans ce qu'on voulait comme une vision, en fait. On a dû s'adapter à un certain nombre d'impératifs qui nous étaient donnés. Et du coup, voilà, il y avait une certaine star systémisation, je ne sais pas si ça peut se dire, mais de la pratique qu'on a assez rapidement délaissée. Parce que quand nous, on s'est reposé sur l'événement qu'on pouvait pleinement assumer et pleinement porter, ça en faisait pas partie. Mais du coup, l'idée, c'était de permettre de découvrir des pratiques d'enseignement qui étaient des fois un peu plus lointaines, contrairement à la Good Vibes, où on fait plutôt venir des intervenants plus locaux. Ouais. Là, avec le festival, c'était alors d'ouvrir à l'international. Et puis après, on s'est posé la question aussi grâce à Marion qui a cette sensibilité écologique sur le coût carbone d'un transport. Donc voilà, donc c'est pareil, on s'interroge. Donc on est ensuite plus parti sur des intervenants nationaux, mais de les faire rayonner un peu ici pour que ça puisse se produire. Puis après, on est complémentaires toutes les trois. On a c'est vrai, on a des choses qui nous tiennent à cœur dans nos pratiques. C'est ce qu'on met dans cet événement. En fait, c'est pour ça que la programmation, c'est toujours nous qui la décidons en fonction des rencontres qu'on a faites, dans nos parcours, dans nos intuitions, dans nos choses comme ça. Mais comme on est complémentaires, du coup, ça donne un visage, je sais pas, assez varié. Ouais, parce que j'imagine, vous devez aussi recevoir des demandes extérieures de personnes que vous avez jamais vues, qui se disent j'aimerais bien intervenir dans le festival. C'est pas facile, ça. C'est pas facile parce que des fois, on va acheter, c'est souvent sur Insta ou par mail, donc on va acheter un petit coup d'œil et puis il y a des choses qui peuvent nous sembler inspirantes, mais pour nous, hyper important d'avoir déjà rencontré la personne, d'avoir partagé quelque chose. Passer un moment, d'avoir un peu comme on transmet le yoga, en fait, de l'avoir expérimenté pour nous avant de pouvoir le partager. Et en fait, je trouve que depuis les 6 ans, je suis en train de penser à ça en même temps qu'on échange là.
La durée s'est allongée Ouais. parce qu'on a eu envie de mettre aussi, d'enrichir. Mm. Et dans cette idée, c'était pas de faire plus, Non. mais mieux. Ouais. Et on l'a vu avec Marion. Le Covid nous a vachement, un petit peu guidés. oui. On n'a pas eu trop le choix, mais Oui. finalement, on s'est cherché quelques temps. Et après ces 2 éditions un peu Covid, on a pas mal évolué et on savait un peu plus là où on voulait aller. Ouais, Oui. puis l'idée, c'est de résister, en fait, peut-être à la tentation de faire du neuf pour faire du neuf, de se dire, on est dans cette espèce de course, tous les ans, il faut épater les gens, il faut proposer de la nouveauté. Bah ça, pour le coup, c'est quand même pas très yogique. Donc, ouais. C'est vrai que tous les On s'autorise festivals plein de choses, ouais. annoncent toujours leurs nouveautés et nous, on se force pas Ouais. du tout. On reprend des intervenants Ouais, d'année en année. on aime Nos bien. programmations se ressemblent quand même beaucoup d'une année à l'autre, On aime bien que les gens mais c'est pas les mêmes, puissent se les mêmes retrouver. pratiques. Et C'est ça. C'est la justement, alors, continuité. sans parler de nouveautés. Ouais, mais si, il y en a quand même. Il y en a quand même, Ouais, il y en a voilà, quand même. je le savais. Ouais. C'est pour ça que j'enfonce le clou. Qu'est-ce qu'on retrouvera sans tout dévoiler non plus, mais qu'est-ce qu'on aura cet été On va retrouver 2 pratiques de Tumo, parce que c'est quelque chose, enfin, Caro... qui est demandé? Ouais, c'est Ouais, vraiment puis- demandé. Je l'ai fait le la cadre. première fois l'année dernière au festival. Mm. Là, c'était la première fois aussi sur la Good Vibes que je l'accompagnais. Et les jauges sont pleines et on a encore des demandes. Et en fait, je crois qu'il y a cet engouement de commencer ou de découvrir un truc pour la première fois, Ça de se intrigue, challenger. ouais. Ouais, ça intrigue vachement de se dire, attends, mais c'est un truc fou. Et surtout de se dire à la base, mais je suis pas capable de le faire, c'est pas pour moi. Et de voir en fait ce qui se passe là, encore sur la Good Vibes, les regards, les sourires, enfin vraiment les retours des gens, c'était fou. Donc, ouais, moi je suis très Il y a contente ce- de proposer ça. Le lieu est assez Ouais. magique. Incroyable. Et si on parle de nouveauté, c'est quelque chose que j'ai poussé un peu pour cette Mm. prochaine édition, c'est de vraiment essayer de venir emmener les gens dehors à pratiquer en extérieur Sortir au de la maximum. salle. Ouais. On va essayer le plus possible. On aura toujours un report à l'intérieur si besoin. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai envie que les gens profitent du cadre en même temps qu'ils pratiquent le yoga. Ah Ouais, ouais. ça c'est vraiment important, On en est fait. dans une belle vallée, C'est il y a ça. tout ce qu'il faut, donc autant profiter ça. aussi. La plus belle vallée La plus Voilà. belle de l'univers. Exactement. Non, puis après, il y a aussi l'idée que, oui, en faisant sortir, en fait, je pense qu'on est resté chez nous enfermés pendant quelques mois et ça a créé un appétit d'aller vers l'extérieur. Et quand on a un cadre comme celui qu'on a à la Clusa, c'est tellement ressourçant, en fait, que là aussi, ça fait sens. En revanche, ça implique d'accepter les aléas climatiques, mais ça aussi, S'adapter c'est pas à ça aussi. inintéressant. Ça fait partie Oui. du jeu Ouais, aussi. c'est Ah pas oui. inintéressant d'aller chercher Exactement. l'adaptation et tout ça. Et justement, en parlant des lieux extérieurs qui vous inspirent, alors pas forcément pour pratiquer du yoga en plein air, mais pour une belle balade, pour se changer les idées, sur la Clusa, vous conseilleriez quel coin, quel Je crois spot qu'on est assez d'accord là-dessus. Ouais, moi je partirais bien, je les emmènerais bien dans les combes. Enfin, je trouve que c'est magnifique d'aller vers Pacali. En fait, d'abord parce qu'au bas, il y a une buvette super sympa avec Astrid qui fait de la bonne cuisine avec des plantes de montagne. Mais aussi après, ouais, toutes les pointes, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Voilà, moi je dirais bien de prendre la direction de Tardevant éventuellement. Prendre de la hauteur. Ouais. Puis l'avantage de Pacali, c'est qu'en plus, même avec les enfants, c'est hyper kids-friendly, c'est facile d'accès. Enfin voilà, c'est vraiment une façon rapide, facile de se mettre en lien, en connexion avec la nature. Et ouais, Astrid qui cuisine voilà, avec ses petites fleurs qu'elle va chercher le matin. Enfin, il n'y a pas plus ayurvédique que ça, quoi. Ouais, pas des confins. Ouais, Mais c'est tout ça. ce qu'il Ah faut. ouais, Si, mais ouais. c'est vraiment ça. Au début, c'est chemin carrossable en balcon. Donc c'est vrai qu'avec les enfants, c'est top, c'est Et en super. vélo. Et à vélo, c'est très très bien. Et si on a envie ensuite voilà, de partir plus pour une excursion un peu plus typée montagne, et tu montes dans les combes et tu te retrouves, je sais pas, tu vas au trou de la mouche. Et ça a été comme hiver en plus. Et ouais. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Le reblochon, ça fait pousser les nichons. Je vois que l'heure tourne, mais on a encore du temps. On va, on va terminer cet enregistrement avec un quiz rapide. Alors habituellement, c'est plus un tu préfères. Là, on a essayé de le faire voilà, choix 1, choix 2, mais il y a aussi des questions ouvertes. Donc le but, c'est de pas trop réfléchir, de répondre rapidement. Vous êtes, quand on est vous fatigué. êtes prêtes? On est prête. Vous êtes prêtes? On est prêts. Alors, vous préférez le ski ou l'astrologie? Le ski.
Oh, bah le ski quand même. Bah, mais je quand même sais l'astro pas, aussi. moi. Ouais, ski. bah ouais, Ah oui. Ah, moi, je Et si je te dis l'astro ou le VTT? Ah, ça reste coincé. Voilà. Bon, voilà. Bon, on a 2 réponses sur 3, c'est déjà pas mal. Vous préférez le yoga le matin ou le soir? Le matin. Le matin, Ouais, le matin. pour se réveiller. Bah surtout Marion. Ouais. En fait, Marion, elle pratique un yoga du lit, en fait, surtout. Et quand elle dort. Voilà, Ouais. c'est un bien. yoga très profond, une forme de nidra. Position Ouais, du un yoga- dormeur. Le yoga passif. Profond. Le nidra. Voilà, le yoga vient se faire en elle tout seul. Parfait. Vous préférez, alors après c'est plus des questions techniques, mais manger avant ou après une session de yoga? Wow, après. Après. Ah ouais, C'est Les après. deux. Ça c'est le conseil. Ouais, parce que sinon, sinon La- ça peut être dur après sur les chiens tête en bas. Le Mais... ventre Ouais. plein, Ouais, c'est c'est ça. c'est Ouais, plus de difficile. temps en temps. Si la clusa était une position de yoga, ça serait laquelle? Et vous n'avez pas le droit de dire la position de la montagne. Ouais. Parce que c'est trop facile. Eh ben moi, je dirais Kamatkarasana. Ah, D'abord parce que c'est bah, bien compliqué sûr, à dire. je vois tout à fait. Non, c'est parce que en fait, elle est traduite par la posture de la créature sauvage et que effectivement, il y a une dimension sauvage dans la destination de la clusa. La nature, elle est partout et elle est sauvage assez vite, Mhm. en fait. Et puis c'est une posture d'ouverture du cœur. Elle ressemble à quoi si on devait la décrire? Elle ressemble à... C'est pas facile ce que tu me Bah demandes, ouais, Magali. mais je sais. En fait, elle ressemble à une sorte de... Un peu comme quand on fait le pont quand on est petit, plus ou moins, mais sur un seul pied. Et ce qui est très beau, c'est que au début, le cœur est pas ouvert et d'un seul coup, en fait, la situation se renverse. Donc voilà, c'est un petit peu comme toutes les possibilités d'adaptation de la clusa, de renversement, retournement de situation. Ça fait de la résilience. D'accord. Bon, bah, les gens imagineront le truc. Oui, voilà. On a abordé finalement le sujet, mais on s'était demandé à quoi ressemblerait une tartiflette ayurvédique. Au final, Ah bah. ce serait d'aller chercher le fromage le plus proche de chez soi. Ouais, mais... Oui, et de demander à Zaz. surtout. Exactement, ça a été proposé Mm. par Valérie Germain qui Mm. cuisine beaucoup autour de l'Ayurveda. Et elle avait fait une tartiflette ayurvédique avec des herbes des montagnes, avec du fromage local, des pommes de terre. Du jardin. Voilà, donc... Ok. Eh ben, ouais. on incitera nos auditeurs à aller regarder ça. Donc Valérie Germain, Zaz, elle est trouvable un peu partout, mais sur Insta, peu partout, ouais, sur ouais. Insta, elle a son compte et il Exactement. y aura sûrement toutes Mm. les références. Si vous deviez tenir une posture de yoga pendant 4 heures, ça se trouve c'est déjà fait, vous l'avez peut-être essayé. Ah, mais c'est intéressant, ça, Ce c'est serait- tapas, ce serait- Ouais. en fait. Bah, tapas, ouais, c'est la détermination, l'autodiscipline, et c'est un des piliers du yoga, en fait. Donc, tenir 4 heures, tu prendrais quoi, toi, Caro? Et ben pour avoir expérimenté clairement dans ce qu'on appelle Vipassana, donc une retraite silencieuse où on médite 10 heures par jour, Mhm. et avec des moments où justement on doit être dans l'immobilité totale en fait du corps pour atteindre l'immobilité de l'esprit. Il y a une posture qu'on dit la posture parfaite de Sukhasana, en fait la posture où on est grosso modo assis en tailleur. Mhm. Avec du coup cette assise vraiment de notre base ancrée sur terre, et puis vraiment d'avoir cette longueur dans la colonne vertébrale pour que le prana, l'énergie vitale, puisse y circuler librement, et d'avoir du coup cette fontanelle vraiment poussée vers le ciel, donc d'être vraiment ce trait d'union entre les énergies célestes et les énergies terrestres. Et ben c'est assez challengeant. Et c'est pour ça qu'en fait en yoga, on pratique les postures avant de méditer, donc du coup dans cette posture-là assise, pour justement délier et pouvoir tenir cette posture assez longtemps. Ok. Donc moi je prendrais celle-ci du coup. prendrais celle-là Ouais. Marion prendrait Shavasana, qui est, je veux dire, la Je pensais à la posture de l'enfant, sinon. très très bien. En boule, Moi, sur ça, le ça tapis. me dit. Ouais. Ça me dit. Ouais. 4 heures, ça peut être challengeant. Hein. Je pense, Ouais, oui. 4 heures de balasana, ça sans, peut être... sans se retourner, hein, faut que- Ouais. Sans s'endormir. sans s'endormir aussi. Bah oui, il faut être conscient, c'est mieux. C'est ça. Et question un petit peu piège ou pas. Ce serait quoi le yoga du futur selon vous? Et Moi, ouais. je sais comment j'aimerais le voir évoluer. En fait, j'aimerais le voir se dépouiller de l'artifice qu'il a pris pour être séduisant. Et qui est très bien, qui est positif, parce que ça a permis à un grand nombre de personnes de venir au yoga. découvrir, ouais. Moi comprise, je dirais. Mais ouais, de passer à cet âge de la maturité où on peut se dépouiller de tout ça. En fait, on peut se dépouiller même de nos tenues de yoga aussi, pour aller vers quelque chose qui remonte un peu à l'essentiel et à la simplicité. Hmm.
Ouais, j'aimerais bien, ouais. Tu Ça veux faire donnerait du de la yoga, profondeur. Eh ben, je voulais te le proposer pour l'édition. Ça tombe bien qu'on en parle parce que du coup, Ça faisait partie des nouveautés pour la 7e. Ouais, D'accord. ouais. Yoga nudiste. Yoga nudiste. moi Yoga je crois nudiste que en plein air, ouais. pas mal, hyper vendeur, non? Hyper vendeur. Tu vois, dans ce que tu dis, dans le dépouillement, moi, je me rends compte que je mets de plus en plus ça dans mes... Alors, je fais plus de cours de yoga hebdo, je fais plutôt sous forme de séjour parce que, en fait, c'est trop frustrant pour moi, 1h30, je trouve ça trop court. Alors, sur des événements comme ça, ponctuels, c'est génial, ça permet d'avoir Oui, un tu passes premier du temps contact. avec tout le Exactement, monde, ouais. Mais du coup, en immersion, de vraiment se baigner, voilà, dans quelque chose, de laisser vraiment quelque chose se déposer. Et je crois que pour moi, le yoga Tumo, donc vraiment quasiment nu, en fait, hein, moi, j'ai mon bas de maillot et c'est tout, donc dans l'eau, dans les éléments, et dans le silence, en fait, juste connecté au souffle. Je mets de plus en plus ça, moi, dans mes séjours, de revenir à l'essentiel et de laisser justement dans cette vie-là où on est à 1000 à l'heure avec tellement de choses et sans faire de clichés, mais nous, les femmes, en tant que maman, on bosse, on a nos chéris, on a souvent une vie sociale, peut-être associative, etc. Enfin, il y a peu de vrais espaces juste pour nous, pour se déposer et du coup d'ouvrir ces espaces-là avec le moins d'artifice possible, juste dans être connecté au souffle, dans le silence. Avec si possible une petite rivière ou un lac pas loin, voilà, un bout d'herbe pour faire 2-3 postures dehors. Moi je crois que vraiment c'est à ça, en tout cas vers quoi je tends, quoi. Et toi, Marion, comment tu le verrais, le yoga du futur? Ouais. Je pense que s'il reste comme on le voit, comme on essaye de le faire rayonner nous aujourd'hui, ce serait pas mal, en fait. Pas On va s'y forcément, employer. tout le temps changer. Oui, il n'y a pas besoin de En tout faire cas, un retour à l'essentiel sans avoir tous ces codes, c'est ça. C'est ça. on va dire plutôt commerciaux ou ouais. Parce Et qu'il y a j'espère aussi que une pression dans- marketing Ouais, là-dessus. bien hein. sûr, Ouais. bien sûr. J'espère que dans 10 ans, à la Clusa, il y aura toujours le festival qui aura gardé à peu près le même positionnement, On la est même prête. image et Oh la même petite communauté. On essayera d'être toujours là. En tout cas, c'est une belle conclusion, mais on va déjà penser à court terme à cet été. Donc on va rappeler les dates du 6 au 9 juillet. Le programme, la billetterie et tout ça, c'est à retrouver sur laclusa-yogafestival.com. Normalement, on met tout à jour en temps, en heure, comme il faut. Et puis, je sais pas si vous avez un mot de la fin à donner, un rendez-vous. Et quelque chose que je trouve génial, en tout cas qu'on a proposé depuis l'année dernière, c'est le cercle d'ouverture qui est offert, qui est vraiment ouvert à tous et toutes, quel que soit le niveau de yoga, et d'ouvrir avec les 108 salutations au soleil qu'on guide avec Hello. C'est une belle manière de commencer et de se mettre dans l'énergie. Et quand on clôture, pareil, c'est une pratique qui est ouverte à toutes, avec le kirtan, donc qui est du chant. Et là, il n'est pas question de savoir bien chanter ou quoi, c'est question juste de porter sa voix et vibrer tous ensemble pour, à chaque fois refermer ce qu'on a ouvert et ce qu'on a partagé. Et je trouve ça beau de commencer et de finir là-dessus, en tout cas. Parfait. Et rendez-vous cet été alors. Avec plaisir. À très vite. Merci beaucoup. Salut Harvey. Ciao. Mais vous êtes encore là? Si vous êtes toujours branchés sur Chave FM, on vous remercie d'abord pour votre écoute, votre fidélité. On est toujours très heureux de vous avoir parmi nos auditeurs. Et d'ailleurs, si vous nous découvrez aujourd'hui, pensez à vous abonner et à aller écouter les épisodes précédents, puisqu'il y a tout, du sport, de la culture, de l'artistique, du fun. On a aussi en description de ce podcast une boîte à idées, un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour nous partager vos envies, vos questions, vos suggestions. Bref, on vous fait un grand merci d'avance et on vous souhaite un bon printemps chez nous, chez vous, à la Clusa, où que vous soyez, en espérant vous voir par ici très bientôt. Prenez soin de vous, rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Allez, ciao!